Merci, docteur Alaoui Ismaili, pour cette présentation. Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, sur ce workshop, nous allons parler des principes de base de chirurgie d'ongles incarnés, que vous pouvez réaliser dans votre cabinet de médecine générale. Comme introduction, en fait, l'ongle, c'est une unité anatomique qui est assez complexe. Il joue plusieurs rôles, de défense, il a un rôle esthétique et aussi d'adhésion, il permettent l'agrippement, les ongles. Et notre ongle, en fait, il est constitué majoritairement de kératine. C'est ce qu'on voit, c'est la tablette inguinale, c'est la partie dure de l'ongle. Il est constitué d'eau, d'acide gras, de calcium et de fer. Et en fait, la chirurgie d'ongle incarné, elle nécessite d'abord une bonne technique chirurgicale, la bonne compréhension de l'anatomie et de la physiologie de l'ongle, et surtout une bonne instrumentation. Aussi, il faut savoir que le temps majeur dans la chirurgie de l'ongle, c'est l'anesthésie. Il faut que l'anesthésie soit adéquate et il faut aller doucement. Et on va voir aussi qu'il faut faire une évaluation préopératoire. Il faut faire un examen clinique avant d'opérer ces patients. Nous allons parler de la gestion des complications et la gestion du post-opératoire, les pansements et la cicatrisation. Les objectifs de ce workshop, c'est d'abord d'apprendre la bonne technique chirurgicale et aussi d'assurer un suivi régulier aux patients, d'éviter les complications et surtout d'assurer un résultat esthétique. D'abord, nous allons faire un petit rappel anatomique de l'ongle. Là, ce qu'on voit, en fait, cette partie blanche, en fait, c'est ce qu'on appelle le bord libre de l'ongle. Et toute cette partie, c'est en fait la tablette inguinale. C'est la partie dure. Cette petite partie blanchâtre, c'est ce qu'on appelle la lunule. Et en fait, elle correspond à la matrice. C'est la matrice proximale, puis nous avons la matrice distale. Et en fait, la matrice, c'est ce qui donne naissance à l'ongle. Ensuite, nous avons les bords latéraux. Et là, nous avons le bord proximal. Et là, nous avons en fait la cuticule. C'est la cuticule qui permet de protéger l'ongle. Et on voit que souvent, cette cuticule, elle a disparu lorsqu'on a par exemple des candidoses. C'est ce qui facilite la pénétration des champignons. Là, sur une coupe, on voit en fait de manière plus détaillée en fait cette anatomie de l'ongle. Là, on a cette partie où il y a le bord libre, qu'on appelle en fait l'hyponychium, et la partie où il y a la cuticule, on l'appelle l'hyponychium. Et là, on voit en fait c'est la matrice. Là, on voit la phalange distale. La cuticule ou le repli sus-inguinal. Et là, comme je vous ai dit, la tablette inguinale, c'est l'ongle proprement dit. Il est très important de connaître l'anatomie de l'ongle pour pouvoir réaliser une bonne chirurgie. Et en fait, l'ongle, ce qui donne naissance à l'ongle, en fait, c'est la matrice. Et l'ongle, il repose sur le lit inguinal. C'est ce que l'on voit ici. Et le lit inguinal, en fait, c'est comme les rails d'un train. Un train, pour qu'il roule bien, il a besoin d'être sur des rails. Et l'ongle, pour qu'il pousse bien, ces rails, c'est le lit inguinal. Si on n'a pas de lit, ou bien si ce lit, il s'épidermise, il devient de la peau, l'ongle, il ne colle plus sur ce lit, et quand il ne colle plus, il donne ce qu'on appelle des fois cette xanthonichie, c'est-à-dire puisque l'ongle ne colle plus, il y a de l'air qui rentre, et quand l'air y rentre, il décolle l'ongle, et c'est ce que ça va vous donner, cet aspect d'ongle qui est un peu jaunâtre. Là, c'est très important de connaître la vascularisation de l'ongle et surtout en fait son innervation, parce que si on connaît les nerfs, on pourra réaliser une bonne anesthésie. C'est surtout ici où on voit bien que là, on a deux rameaux nerveux. On a la racine dorsale et puis un peu plus profond, sous la phalange, on a la racine ventrale. Pourquoi c'est important de connaître ces deux racines? Parce que c'est à ce niveau-là où on réalise le bloc qu'on appelle le bloc disto-digital, c'est-à-dire c'est là le point d'entrée de notre aiguille lorsqu'on voudra faire l'anesthésie. Et c'est important parce que comme nous allons le voir par la suite, il y a une technique, d'abord incliner l'aiguille à 30 degrés pour d'abord viser cette racine dorsale, et puis on va la verticaliser
et donc pour pénétrer encore plus profond et anesthésier donc la racine ventrale. Si on fait une bonne anesthésie, on pourra rien que sur un seul point d'entrée, on anesthésie, on fait notre bloc. On n'aura pas besoin de rajouter plusieurs points d'entrée parce que c'est très douloureux à ce niveau-là lorsqu'on veut donc injecter notre anesthésie. Donc il y a aussi des contre-indications qu'il faut connaître. Ce n'est pas tout le monde qui pourra faire une chirurgie de l'ongle. Il y a principalement les maladies vasculaires. Donc l'ongle, c'est une vascularisation donc, terminale, donc, tel le syndrome de Raynaud, le phénomène de Raynaud. Donc il y a un problème, la vascularisation elle est compromise, il y a une vasoconstriction, donc on ne pourra pas donc, réaliser donc, de chirurgie chez ces patients. Les maladies de système, telles la périartérite noueuse, la sclérodermie systémique, les patients artéritiques, et bien sûr s'il y a une infection ou une inflammation ou une ostéite. Donc, et il ne faut surtout pas oublier les contre-indications de l'anesthésie. Toujours demander avant chaque geste si le patient n'a jamais eu des antécédents de choc anaphylactique, s'il a déjà fait par exemple des soins dentaires. Voilà, donc il faut toujours demander ces contre-indications à l'anesthésie. Et aussi, il y a l'hypersensibilité au chlorhydrate de lidocaïne ou aux excipients. Et bien sûr, la voie intraveineuse, plus de 5 mg par ml, donc il y a une contre-indication, mais nous, on ne fait pas de voie intraveineuse. Donc avant la chirurgie, donc chez votre patient, vous devez d'abord réaliser un bon interrogatoire. D'abord, pourquoi ? Parce que c'est pour trouver la cause. Pourquoi il a fait cet ongle incarné ? Pour essayer d'éviter les récidives. Donc il faudra le voir et examiner ses chaussures, si elles sont trop serrées, si elles sont mal adaptées. Voir aussi s'il y a une hyperhidrose. C'est très important de demander aux patients s'ils n'ont pas d'hyperhidrose. L'hyperhidrose, elle peut être, le plus souvent, elle est idiopathique. C'est les patients qui transpirent beaucoup des mains et des pieds. Des fois, ça peut être donc une hyperthyroïdie. Et pourquoi l'hyperhidrose, elle favorise en fait les ongles incarnés ? Parce que donc il y aura de la macération. Donc le bourrelet péri-ingual, c'est-à-dire la peau qui entoure l'ongle, elle est macérée, elle devient molle. Et si elle devient molle, l'ongle il va pénétrer plus facilement. Donc toujours rechercher cette hyperhidrose. Et bien sûr, le plus souvent des cas, on retrouve des fois, c'est aussi un traumatisme. Donc aussi demander si ce patient n'a pas des antécédents de psoriasis, s'il n'a pas des antécédents de lichen, donc ce sont des conditions dermatologiques, ou des fois on peut avoir une hyperkératose et une déformation de la tablette inguéale, donc elle pénètre plus facilement donc au niveau de la peau péri-inguéale. Et toujours rechercher une prise médicamenteuse chez ces patients. Donc on sait que maintenant, l'isotrétinoïne, par exemple, c'est des patients que vous avez qui sont suivis pour acné, donc ils peuvent faire ce qu'on appelle des granulomes pyogéniques à ce moment-là, donc c'est-à-dire il y a cette comme nous allons le voir, donc il y a les granulomes pyogéniques ou les botryomycomes, donc c'est des petits bourgeons charnus, mais souvent ce sont tous les orteils, donc ça ne touche pas que le gros orteil. Et donc on parle d'ongle incarné qui est induit par les rétinoïdes. Et bien sûr, il faudra demander toujours s'il n'y a pas une allergie, telle par exemple à la xylocaïne. Donc là, par exemple, c'était un patient qui était suivi donc, par son neurologue. C'est un jeune patient de 21 ans qui avait des antécédents donc, de crise épileptique et d'absence, et il était sous dépakine et Gardénal. Et par la suite, c'est un patient qui a développé donc, plusieurs ongles incarnés, et il avait appliqué ce que l'on voit ici, c'est le nitrate d'argent. Donc c'est une sorte de stylo qu'on applique pour essayer un petit peu d'assécher, mais selon les derniers guidelines, il vaut mieux éviter. Donc plutôt donner d'autres traitements, comme nous allons le voir. Donc juste des fois des soins locaux, donner un peu de fusidine, des fois certains donnent un peu de corticoïdes classe 1, donc vraiment classe très faible, tel de l'hydracorte, donc ils le mélangent avec un peu d'acide fusidique pour juste diminuer un petit peu cette inflammation de ce bourrelet péri-inguéal. Donc ce patient, puisque c'était donc un patient qui avait des antécédents de crise épileptique et qui avec ses prises médicamenteuses, il a fait donc des ongles incarnés induits, donc on lui a plutôt proposé un traitement conservateur, donc pas tous les patients vont nécessiter une chirurgie. On a juste cureté ce botryomycome ou ce bourgeon charnu. On a fait des soins quotidiens et on a fait le taping. Le taping, comme nous allons le voir, c'est-à-dire tout simplement, on prend donc un pansement, comme ce que l'on voit ici, une sorte de sparadrap, qu'on applique en fait pour dégager donc, cette partie de la peau, donc de cette manière, comme une sorte de cravate. Et bien sûr, on a adressé au neurologue, on lui a dit est-ce que c'est peut-être pas possible de changer le traitement, car donc ce sont des ongles incarnés qui sont induits. Donc,
toujours avant la chirurgie, il faut faire un examen donc du pied. La statique du pied, c'est très important. Il faut faire un examen podologique. Donc il faut voir la statique du pied de ce patient, rechercher s'il y a des durillons d'appui et rechercher un bourrelet inflammatoire péri-inguinal. Donc souvent à ce niveau-là, donc on trouve que la peau elle est un peu rosée, elle est un peu enflée, donc on sait que ce patient il est mal dans ses chaussures. C'est-à-dire qu'il y a une zone de frottement. D'ailleurs même quand vous voyez quelqu'un qui a des durillons d'appui, c'est-à-dire que il n'est pas à l'aise dans ses chaussures. Et donc vous pouvez même proposer chez ce patient non seulement traiter donc sa chirurgie d'ongles incarnés, mais lui faire aussi des curetages de ses durillons d'appui et l'adresser chez un podologue pour des semelles adaptées, surtout pour qu'il ne récidive pas. Donc voilà, donc là sur l'image on voit par exemple un hallus valgus avec des orteils en griffe et bien sûr rechercher si on n'a pas une infection mycosique associée par un prélèvement mycologique avec un examen direct et une culture qu'il faudra traiter. Donc là, ce sont des images. Donc on voit, en fait, on a ici donc un ongle sain. Et là, on voit que là, il y a cet érythème, donc péri-inguinal. Donc c'est un bourrelet inflammatoire. Et donc c'est l'ongle qui rentre dans la chair. Et c'est ce qu'on appelle donc l'ongle incarné. Donc, avant la chirurgie, il faudra expliquer à votre patient donc, comment va se dérouler la chirurgie. Donc, toujours lui dire qu'il doit venir accompagner, donc, parce qu'il ne peut pas conduire après, parce qu'il y aura toujours en fait, l'effet de l'anesthésie. Il doit ramener donc, une sandale ouverte, parce qu'on va faire un gros pansement, donc il ne pourra pas rentrer dans ses chaussures. Et avant le geste, on va lui dire de faire, par exemple, de faire des bains, en fait, des bains de pied. Donc, il va mettre avec de l'eau tiède, donc de l'eau, avec de la bétadine scrub, il va bien laver 3 à 4 jours avant. Et comme je vous ai dit, maintenant, le stylo au nitrate d'argent, il y en a qui l'utilisent toujours pour assécher le bourgeon, mais selon les derniers guidelines, c'est abandonné. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre un peu de fusidine dessus, donc de l'acide fusidique, et vous pouvez des fois même mettre un petit dermocorticoïde classe 1, vraiment très 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 faible. C'est une petite astuce. Donc en Europe, ils ont l'association, ils ont la crème acide fusidique et dermocorticoïde classe 1. C'est juste quelques jours, 2-3 jours, juste pour refroidir un peu. Alors pour l'antibioprophylaxie, maintenant, est-ce qu'il faut mettre les patients sous antibiotiques avant le geste? Alors, c'est toujours débattu. Selon les experts de l'ongle, il ne faut pas donner d'antibiotiques avant le geste que si on touche l'os. Parce que souvent, la cause d'un ongle incarné, ça peut aussi être, par exemple, une exostose sous-inguinale. Donc, il y a un petit bout d'os qui dépasse. Et donc, ça se voit à la radio du pied. Donc pour l'antibiotique, normalement, on ne devrait pas le donner. Mais je pense que dans notre contexte, vu que certains patients, ils ne se lavent pas beaucoup les pieds, des fois c'est assez compliqué, je pense que peut-être qu'il vaut mieux, surtout si on fait un geste dans notre cabinet, pourquoi pas donc mettre les patients 2-3 jours avant, sous couverture antibiotique, et les garder, par exemple, après le geste opératoire. Donc moi, je conseille que le patient devrait être sous couverture antibiotique juste pour éviter toutes sortes de complications et surtout si le malade après ne fait pas ses soins correctement. Et bien sûr, ne mettez un patient sous antibiotique qu'après s'être assuré que ce patient il n'a pas d'allergie, surtout aux pénicillines. Donc, ensuite, nous allons parler de la clinique. Donc, l'ongle incarné, il y a différents stades. C'est ce qu'on appelle la classification de Heifetz. Donc, on a le stade 1, c'est le stade algique simple. C'est-à-dire, on ne voit pas vraiment de bourgeon charnu. On voit qu'il y a ici, c'est un petit peu érythémateux. Et donc, on voit que la peau adjacente, elle souffre. Et le malade, il vous dit, mais ça me fait très mal. Donc, on est au stade 1, c'est le stade algique. Puis, le stade 2, c'est le stade inflammatoire. Il va commencer à faire donc, ce bourgeon charnu. Et là, c'est le stade 3, c'est ce qu'on appelle donc, la suppuration, le botryomycome, c'est cette masse rougeâtre, ou le granulome pyogénique. Et souvent, les patients, ils ne consultent qu'à ce stade 3. Donc, c'est en fonction du stade qu'on pourra traiter. Par exemple, pour le stade 1, le stade algique simple, on peut proposer un traitement conservateur, le taping, c'est-à-dire donc, cette espèce de sparadrap. Voici comment on l'applique. Mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui est très long, que ça nécessite l'adhérence au traitement, c'est que ce patient, il devra 2 fois par jour, chaque fois, si le sparadrap tombe, il devra le changer chaque fois, et ça prend beaucoup de temps. Et donc, des fois, c'est compliqué, les maladies n'adhèrent pas à ça, donc
il faudra donc leur proposer à ce moment-là un traitement chirurgical. Bien sûr, les stades 2 et 3, ça relève de la chirurgie. Donc, pour le matériel, de quoi vous avez besoin pour réaliser une chirurgie d'ongle incarné? Bien sûr, de la bétadine, des compresses stériles, des chants et des gants stériles. On utilise une aiguille de 27 à 30 gauges, une seringue de 5 cc, de la xylocaïne ou de la ropivacaïne, donc nous allons parler de l'anesthésie par la suite, d'un garrot, d'une curette, d'une lame 15 ou d'un porte-lame. Donc si vous avez la curette, c'est pas obligatoire d'avoir donc la lame 15, donc c'est en fonction, soit une curette, soit la lame 15 avec son porte-lame, le ciseau à ongles, l'élévateur et le phénol. Donc le phénol, c'est une sorte d'un alcool qui est très puissant et c'est avec ça qu'on détruit la matrice. Si on ne détruit pas la matrice, ça ne sert à rien, absolument à rien d'avoir fait cette chirurgie d'ongle incarné, parce que l'ongle il va repousser si on ne détruit pas la matrice. Donc un tulle gras et l'acide fusidique en pommade pour les soins. Donc là, c'est ce qu'on voit en fait, ça c'est la pince chirurgicale. Cette pince chirurgicale, elle est très importante parce qu'elle vous donne vraiment un confort pour opérer et on voit bien qu'elle est assez pointue, donc elle permet vraiment de pénétrer bien sous l'ongle et d'arriver jusqu'au niveau de la matrice. Donc là, il y a d'autres matériels, par exemple là, c'est l'élévateur. L'élévateur, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il va élever en fait la tablette inguéale. D'accord? Donc il va permettre en premier lieu de décoller l'ongle de son lit et vous pourrez donc décoller facilement et ensuite pouvoir utiliser ce ciseau pour couper la tablette inguéale. Donc, on commence par quoi? On commence d'abord par l'asepsie, bien sûr, donc avec les compresses, la bétadine, et puis on fait l'anesthésie. Alors l'anesthésie, d'abord on commence par une anesthésie simple, donc on utilise de la xylocaïne. Donc, nous allons voir aussi les autres types d'anesthésie. Donc on injecte à 30 degrés, comme je vous l'ai expliqué, d'abord pour viser la racine dorsale, puis perpendiculaire pour viser le rameau ventral, et on injecte à peu près 1,5 cc. Donc c'est-à-dire au premier point 1,5 cc, puis je verticalise mon aiguille, 1,5 cc. Des fois, si vous ne voyez pas très bien combien de cc, il suffit de voir le blanchiment. Quand ça devient blanc, c'est-à-dire que vous avez bien anesthésié. Ensuite, c'est ce qu'on appelle le bloc d'histodigital. Donc, je vais vous montrer où on va faire le point d'injection. Et comme je vous ai dit, le blanchiment témoigne d'une bonne infiltration par la xylocaïne. Donc là, on voit, en fait, on injecte à peu près 1 cm, d'accord, pour l'anesthésie, entre le repli proximal et le repli latéral. D'abord, donc, on fait 30 degrés, notre aiguille, puis on va la verticaliser pour injecter et essayer un petit peu d'endormir la racine ventrale. Et donc là, vous voyez que vous avez un blanchiment et donc vous savez que vous avez bien anesthésié. Une astuce aussi pour savoir si vous avez visé la racine ventrale, c'est-à-dire quand vous avez verticalisé votre aiguille, vous allez dire au malade, est-ce que vous sentez comme il y a un petit fourmillement en dessous de votre pied? Donc il va vous dire, oui, je commence à sentir que ça devient un peu chaud, j'ai des fourmillements sous l'orteil. Donc vous savez que vous avez bien visé votre racine. Et à ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'ajouter d'anesthésie. Il est bien anesthésié, votre malade. Et toujours l'anesthésie vocale. Donc toujours parler avec votre patient, pour qu'il ne soit pas concentré sur le geste. Les types d'anesthésie, alors on utilise différents types, donc soit la xylocaïne, donc elle permet une anesthésie de 2 heures, puis il y a donc la ropivacaïne, donc elle permet une anesthésie de 8 heures, la bupivacaïne 8 heures, et la meilleure c'est la ropivacaïne 8 à 12 heures. Alors en fait la ropivacaïne c'est ce qu'on utilise pour la rachianesthésie et elle est très utilisée pour l'anesthésie de l'ongle, parce qu'elle permet un certain confort. C'est important de savoir la durée de l'anesthésie pour savoir après le geste à quelle heure, par exemple, vous allez lui donner un antidouleur. Par exemple, là, si vous faites de la xylo simple, vous savez qu'après 2 heures, il n'y aura plus l'effet de la douleur, donc vous allez plutôt lui donner, par exemple, lui dire, vous prenez du paracétamol après 3 heures après le geste pour éviter d'avoir la douleur. Au Maroc, j'ai vu qu'il y avait sur les sites, j'ai trouvé qu'il y avait la ropivacaïne, mais quand j'ai demandé aux patients de l'acheter, elle n'était pas disponible en pharmacie. Donc je pense qu'elle n'est pas disponible. Nous, on utilise la xylocaïne. Et on a rarement des douleurs en post-op. En général, on donne du paracétamol, même pas de codéine, paracétamol, et ça va bien. Et bien sûr, l'anesthésie vocale.
Donc après avoir anesthésié, donc surtout l'anesthésie doit se faire vraiment doucement. Je pense que le temps de la chirurgie, le plus important c'est l'anesthésie. Le reste c'est facile pour couper, mais vraiment faire une bonne anesthésie doucement, ça vous permet de bien réaliser votre geste après. Donc là on a le garrot. En fait le garrot c'est tout simplement un gant qu'on coupe. En fait c'est le doigt d'un gant qu'on coupe et qui fait office de garrot. Donc ensuite, quand on a mis notre garrot, maintenant on devra couper. Donc il y a ce bourgeon charnu que l'on voit ici. Alors on peut l'enlever soit par une curette, donc la curette elle est trouée au centre, donc on peut l'enlever par la curette. Moi je trouve que c'est plus facile. Sinon vous pouvez l'enlever avec une lame ou donc avec votre bistouri ou bien avec le ciseau. Donc une fois que vous enlevez déjà ce bourgeon, on voit mieux. Donc voilà, donc là on a enlevé par exemple le bourgeon et ensuite on utilise l'élévateur que je vous ai dit. C'est ce matériel, il faut absolument l'avoir. Donc pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de pénétrer donc, sous l'ongle et on va essayer de le décoller juste pour que quand on va mettre notre pince chirurgicale, donc notre ciseau chirurgical, on pourra passer. Donc voilà, donc on décolle. Et puis on coupe. Alors ce qui est très important, c'est qu'on coupe 1/5 de la tablette inguéale. Donc on coupe toujours le 1/5. Donc comme on le voit ici. Donc voilà. Et puis donc dès qu'on a coupé, donc il faut phénoliser. Phénoliser, c'est-à-dire qu'on va détruire la matrice inguéale. Si on ne détruit pas la matrice inguéale, c'est comme si on n'avait pas fait de geste. Donc on utilise un coton-tige qu'on le met dans du phénol. Le phénol, c'est comme je vous ai dit, c'est de l'alcool. Il est préparé dans certaines pharmacies en officine, donc on ne le trouve pas dans toutes les pharmacies, à 80%. Donc on prend notre coton-tige, on l'introduit jusqu'au fond pour détruire la matrice. La matrice, des fois, vous pouvez même la voir, c'est un peu moins dur que la tablette inguéale et c'est un aspect qui est blanc. C'est un aspect qui est blanc, c'est plus mou, donc vous pouvez le voir. Il y en a qui l'enlèvent même chirurgicalement, mais moi je pense qu'il vaudrait mieux l'enlever chimiquement, la détruire chimiquement par du phénol. Donc, et c'est très important le temps d'application. Donc vous pouvez appliquer par exemple pendant 1 minute et demie, donc il faut faire donc, des allers-retours jusqu'au fond, donc, et bien phénoliser. Et après, vous pouvez enlever et vous devez attendre à peu près 4 minutes. Avant d'enlever votre garrot, il faut attendre 4 minutes, donc le temps que le phénol il agisse. Donc maintenant, comme je vous ai dit, pour éviter les récidives, c'est primordial d'enlever la matrice. Et il y a d'autres produits. Il n'y a pas que le phénol pour détruire la matrice. Il y a aussi du TCA à 100%. Donc on utilise, à ce moment-là, c'est juste 1 minute. Le phénol, 80%, il faut 4 minutes. Et donc l'hydroxyde de sodium à 10%. Donc aussi qu'on peut utiliser, donc, mais qu'on utilise très rarement. En fait, donc pourquoi on aime utiliser le phénol ? Parce qu'il y a souvent moins de sointement, donc l'ongle il sointe moins après l'opération et il y a moins de douleur. Parce que le phénol, il a non seulement une action où il va détruire la matrice, mais il a aussi une action hémostatique, donc il y a moins de saignement après, et il a une action sur l'antalgie. Parce que quand vous mettez votre phénol, vous allez détruire les petits filets nerveux. Donc ça va laisser un petit confort pour le patient. Donc maintenant, vous avez fait votre chirurgie. Donc on fait maintenant donc, le dressing. Donc le dressing, on réalise un pansement gras et donc on fait une bonne couche d'acide fusidique pommade ou d'isobétadine gel avec un tulle gras. Donc, et le pansement. Ensuite, après la chirurgie, il faut dire au malade de surélever le membre. Il ne doit pas conduire, donc il doit surélever son membre. Et on gère la douleur, je vous ai dit, selon l'échelle visuelle anatomique. Donc, on donne par exemple du paracétamol, parfois paracétamol codéine. On le garde sous antibiotiques. Et il faut revoir votre patient à 48 heures après pour changer vous-même votre pansement. Donc, pourquoi ? Pour voir s'il n'y a pas fait des signes d'infection, pour expliquer au patient les soins, comment il devra se nettoyer après. Donc, on va lui dire après qu'il doit se laver quotidiennement avec de la bétadine scrub et mettre un pansement gras jusqu'à la guérison. Donc vous lui dites de mettre par exemple un tulle gras ou avec... c'est très important d'avoir une interface. Donc par exemple, nous on leur dit mettez de la fusidine pommade. Mais il ne faut pas qu'il en mette trop, sinon ça va macérer. Ça va macérer et c'est pas bien. On le revoit à 1 mois, puis à 4 mois. Donc voici, c'est juste pour vous montrer le 1/5 de la tablette inguéale, comment on le coupe. Et maintenant, les complications. La principale complication, c'est la récidive parce que vous n'avez pas enlevé votre matrice. Il y a ensuite les spicules. Vous n'avez pas bien détruit la matrice, donc ça lui fait comme un petit ongle qui repousse, ce qu'on appelle les spicules. Il y a la micronichie, c'est-à-dire que vous avez trop coupé votre tablette inguéale, donc finalement, ce n'est pas un résultat esthétique. Il a un ongle qui est
trop petit. Et il y a les kystes d'inclusion, c'est une complication très très rare qui peut survenir même 10 ans après votre chirurgie d'ongle incarné. C'est comme un processus de mauvaise cicatrisation, il y a des débris de kératine qui s'accumulent. La prévention, vous devez leur dire qu'ils doivent éviter de porter des chaussures serrées et toujours qu'on coupe les ongles des mains avec un coupe-ongle, alors que les pieds, on les coupe au ciseau. On ne coupe pas les ongles des pieds avec un coupe-ongle. On les coupe avec le ciseau pour qu'ils restent toujours carrés. Le taping, donc stade 1, au moment où votre malade il vous dit c'est très douloureux, commencez déjà par le taping, donc par le sparadrap. Traiter une hyperhidrose, si vous voyez que votre malade il a une hyperhidrose, c'est de la prévention, donc il faudra la traiter, chercher sa cause, et bien sûr éviter les traumatismes. Donc voici le chaussage qui doit être adapté, et toujours, comme je vous ai dit, il faut couper les ongles carrés pour éviter qu'ils s'incarnent sur les bords. Donc, en conclusion, la chirurgie d'ongle incarné, c'est une chirurgie qui est facile. Elle nécessite un bon opérateur et un matériel adéquat. Et les 3 phases sont importantes, que ce soit le pré-op, le post-op et le temps opératoire lui-même, d'où l'intérêt de l'éducation du patient. Et voilà, si vous voulez vous approfondir, il y a certains ouvrages qui sont très intéressants, donc surtout avec le professeur Bertrand Richer, qui est en fait le pilier de la chirurgie de l'ongle. Et je vous remercie. Merci. Merci, Dr Farah. C'est un excellent exposé. Vous avez fait le tour de la question concernant l'anatomie, les contre-indications de la chirurgie, ainsi les étapes d'examen clinique, les étapes de la chirurgie et le suivi en post-op. Si j'adresse la parole à ça, s'il y a des questions, ou bien... Oui. Merci pour votre exposé. Je voudrais juste poser la question. Il y en a des chirurgiens qui pratiquent l'anesthésie des 2 côtés, des 2 racines de l'ongle. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est plus pratique pour anesthésier tout l'orteil? Et je pense qu'il faut éviter l'adrénaline, l'exhalocaïne adrénaline. Donc exactement, pour l'adrénaline, au niveau des extrémités, c'est à éviter. Donc on n'utilise pas d'adrénaline. Et il n'est pas nécessaire de réaliser les 2 blocs des 2 côtés. Si vous avez un patient qui a un bourgeon charnu des 2 côtés, c'est-à-dire que l'ongle est incarné des 2 côtés, oui, vous pouvez réaliser l'anesthésie des 2 côtés. Mais sinon, si c'est incarné d'un seul côté, vous n'avez absolument pas besoin de réaliser donc une anesthésie dans les 2 côtés. C'est juste une perte de produit. Vous avez juste besoin d'anesthésier un seul côté. Et si vous anesthésiez bien, ça marche très bien. Je vous remercie pour votre exposé. Moi, je voudrais poser la question, est-ce que vous avez une expérience avec la phénolisation? Est-ce que vous n'avez pas beaucoup plus de récidives qu'avec l'ablation chirurgicale de la matrice? Parce que quand on phénolise avec le coton-tige, on n'est pas sûr qu'on a détruit la matrice en entier, même si on fait ça pendant 2 minutes, même pas 1 minute. Et ça, moi, je trouve... Moi, personnellement, la phénolisation ne donne pas de bons résultats, pour être honnête. C'est-à-dire que je me retrouve avec beaucoup plus de complications septiques parfois, et bien qu'on essaie de faire notre mieux pour avoir un milieu aseptique. Et je voudrais vous poser la même question que mon confrère Si Mohamed pour l'anesthésie. L'anesthésie est-ce que vous avez de bons résultats avec cette anesthésie? Bon, je vous crois, mais faut-il pas faire un bloc au niveau du gros orteil? Comme ça, on est plus sûr, on travaille de façon plus sereine et plus sûre. D'accord. Merci. Alors moi, j'ai pas d'expérience pour détruire la matrice chirurgicalement. Donc, je la détruis que par le phénol. Donc, on a eu de bons résultats. C'est vrai que des fois, mais ça reste un risque, même chirurgicalement, on peut avoir, comme j'ai montré, donc les complications. On peut avoir des petites spicules, qui peuvent apparaître. Donc, ça reste des complications. Mais avec le phénol, donc, dans mon humble expérience avec le phénol, donc ça a bien marché. Et c'est pour ça qu'il faut bien phénoliser donc la matrice, surtout laisser le temps. Il faut à peu près jusqu'à 4 minutes pour laisser. En général, on peut phénoliser 2 minutes, pendant 2 minutes avec le coton-tige, et puis on garde encore 2 minutes, voire 3 minutes. Donc du moment qu'il faut attendre 4 minutes avant d'enlever notre garrot. Donc
moi, j'ai pu donc faire donc des stages avec donc le professeur Bertrand Richer, qui est l'expert mondial de la chirurgie inguéale. Donc, et justement, la technique qu'il utilise, c'est le phénol. Donc, il a de bons résultats. Il préfère donc le phénol. Pour l'anesthésie, ils utilisent beaucoup. Donc, en Europe, c'est la ropivacaïne. Ça donne d'excellents résultats. Le patient, il est plus à l'aise parce qu'il garde jusqu'à 12 heures donc l'anesthésie. Donc, il y a un certain confort. Donc, au Maroc, on utilise donc la lidocaïne. Ça part après 2 heures, mais c'est dans mon expérience, je demande souvent aux patients, des fois, est-ce que vous avez eu besoin de prendre du paracétamol en post-op? Ils me disent, certains me disent oui, certains me disent non, que tout s'est bien déroulé. Donc voilà. Et pour votre question, vous m'avez dit par rapport au bloc. Donc oui, si vous êtes plus à l'aise avec un bloc proximal, vous pouvez le faire. Mais si vous pouvez bien faire les choses avec un bloc disto-digital et d'un seul côté, ça marche aussi très bien. Donc si le patient, vous voyez qu'il n'est pas très bien anesthésié, par exemple avec votre bloc disto-digital, vous pouvez faire un bloc proximal si vous voulez être beaucoup plus à l'aise. Voilà. Merci, docteur, pour votre présentation. J'ai quelques questions à propos du sujet. Et puis la parole, demander la parole avant. Allez, vas-y. Pas Alors, pour l'élévateur, est-ce qu'on ne peut pas se contenter de la bonne vieille sonde Canley qui fait l'affaire de la même façon? Première question. Deuxième question, pour la destruction de la matrice, que ce soit pour la phénolisation ou l'enlèvement chirurgical, est-ce qu'il n'est pas plus utile d'ouvrir un peu, d'inciser pour faire ça de visu? Parce que ce que j'ai vu, c'est fait à l'aveugle. Et ça peut être source de récidive. À mon avis, ce serait plus intéressant d'ouvrir et de faire ce qu'on fait, de voir ce qu'on fait. Oui, alors pour l'opération, donc déjà, si vous opérez, donc c'est-à-dire vous allez faire une incision au niveau du repli, entre le repli proximal et le repli distal, donc déjà il y aura une cicatrice. Et il faut savoir que si vous faites de la chirurgie, que vous commencez à manipuler la matrice, donc toujours il y a un risque de dystrophie inguéale, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être enlever un peu plus que ce qu'il n'en faut, et donc vous aurez un risque de dystrophie de l'ongle. Donc c'est pour ça que même nous, lorsqu'on veut faire juste des biopsies de la matrice, c'est-à-dire par exemple, on voit qu'on a un mélanome par exemple de l'ongle et qu'on veut faire la biopsie par exemple ou n'importe quelle tumeur ou lésion où on veut faire une biopsie de la matrice, on prévient le malade, ne serait-ce qu'une petite biopsie, on lui dit que voilà, vous risquez d'avoir une dystrophie de l'ongle parce que vous voyez bien que même chirurgicalement on va commencer à manipuler un petit peu la matrice et donc il y a toujours ce risque que l'ongle, que ça soit pas très esthétique. Et puis même si vous ouvrez, donc il y aura toujours cette cicatrice. Et donc nous on essaye, on voudrait bien, c'est un peu le mini-invasif. Pourquoi nous allons faire carrément de la chirurgie, nous allons opérer, laisser une cicatrice aux patients. Des fois ce sont des patients qui sont encore jeunes, souvent ce sont des adolescents, donc on essaye de rester donc en mini-invasif. Et la première question c'était par rapport à... Ah oui, pour l'élévateur, il est beaucoup plus pratique, je dirais. Mais vous pouvez élever, si vous voulez, avec le bistouri ou si vous avez n'importe quel matériel, vous voulez élever, vous pouvez le faire. Mais avec l'élévateur, donc c'est... Lorsqu'on a une bonne instrumentation spéciale pour l'ongle, on a beaucoup plus de confort. C'est un matériel qui est en inox, donc vous pouvez le réutiliser. Il suffit que vous ayez un ou deux, et puis c'est bien, il suffit de le stériliser. Merci, docteur, pour votre présentation qui était pertinente. J'ai quelques questions. Une, pour les malades atteints de polyarthrite rhumatoïde, est-ce qu'il y a une contre-indication pour la pratique de cette petite chirurgie? Et pour les malades qui sont atteints des artérites, il y a une contre-indication comme vous avez dit. Mais quelle est l'alternative? Le malade, il souffre. Comme vous avez dit, la majorité des cas consultent dans le stade 3, dans notre pratique quotidienne. Troisième question, c'est pour le xylo et l'idocaïne adrénalisée. Est-ce que c'est contre-indication absolue ou bien relative? Ça y est, merci.
Donc alors pour l'usage de la xylocaïne adrénalinée, c'est toujours débattu. Donc il y a toujours un risque. Donc il y a certains, par exemple, on voit qu'il y a certains chirurgiens plasticiens qui font de la xylocaïne adrénalinée pour certaines tumeurs au niveau du nez, etc. Donc ça reste des extrémités. Je pense que c'est un geste qui est quand même très risqué. Donc il y a eu quand même des cas de nécrose, etc. Donc je pense qu'il vaut mieux éviter, surtout dans ces zones, vu que c'est une vascularisation terminale. Donc pour la polyarthrite rhumatoïde, donc, il faut, je pense, aussi déjà traiter la cause, parce que souvent dans la polyarthrite rhumatoïde, on a des déformations du pied, on a cet aspect de pied en triangle. Donc il faut d'abord, c'est vrai, corriger la statique du pied par le podologue. Donc il a un rôle primordial pour des semelles adaptées, etc. Mais si le patient il présente un ongle incarné, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez l'opérer sans problème. Pour maintenant, donc votre troisième question, c'était par rapport pour le stade 1, c'était ça, vous avez dit, pour le stade algique. Pour les alternatives, alors oui, pour les alternatives, il y a donc une technique donc, qui se fait par les podologues. Donc, j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'orthonixie. Donc, ils réalisent, donc, je pense, avec des petits appareils. Ils assurent un suivi à long terme, donc avec des soins quotidiens. Donc, ça peut être une alternative pour ces patients-là par rapport à la chirurgie. Voilà. C'est l'orthonixie. Et s'il vous plaît, pour la matrice. Est-ce qu'on peut enlever la matrice, toute la matrice, ou bien juste la partie qu'on a excisée? Si vous enlevez toute la matrice, vous n'aurez plus d'ongles. C'est fini. Merci pour votre présentation, docteur. Je voulais juste savoir s'il y a un risque si on garde le phénol pendant plus de 4 minutes. Il n'y a pas vraiment de risque. J'ai jamais essayé, la vérité, pour laisser le phénol pendant longtemps, mais ça reste quand même, c'est un produit qui est toxique et il y a quand même une faible absorption systémique quand même, et on sait que le phénol, si vous le laissez, vous lui mettez le pied dans du phénol, c'est comme une brûlure, c'est une brûlure de 3e degré, et donc il y a un faible passage systémique et ça peut donner une toxicité cardiaque. Donc c'est pour ça qu'on utilise de très faibles quantités, et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci. Un petit mot pour les gens qui ont en même temps une mycose. Est-ce qu'on attend la guérison ou là, il y a des techniques à faire? Alors, donc, moi, je pense qu'il vaudrait mieux d'abord traiter la mycose. D'accord ? D'abord traiter la mycose et puis faire le geste d'ongle incarné. Parce que vous voyez bien que vous ne serez pas très sceptique dans votre moment de votre geste chirurgical. Donc, il vaut mieux traiter la mycose en premier. Maintenant, si le patient, il souffre beaucoup et c'est très douloureux et c'est impossible, il veut absolument être opéré, bien sûr, à ce moment-là. Donc, c'est toujours voir le pour et le contre. À ce moment-là, vous pouvez l'opérer en premier. Et bien sûr, donc, traiter votre mycose. Vous pouvez même au moment où vous allez l'opérer, vous coupez un bout d'ongle et vous l'envoyez pour examen mycologique pour gagner du temps. C'est une technique, c'est la technique chirurgicale. Donc nous, on ne suture pas, donc tout revient. Donc il y aura un processus de cicatrisation, c'est une sorte de cicatrisation dirigée. C'est pour ça que j'ai insisté sur les pansements, sur le tulle gras, etc. Il y en a qui utilisent des points de suture chirurgicalement. C'est possible aussi. Donc c'est une des techniques d'ongle incarné. Et vous pouvez le faire si vous voulez. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je pense que c'est clair. Merci, docteur Farah, pour cet exposé. Merci pour votre honorable assistant. Avant de finir, permettez de vous offrir un petit cadeau pour votre atelier. Merci. Merci.